Bien, c'est parti pour 3 heures de tournage. Let's go. Enfin, 3. Oh, si seulement 3. Attends voir. L'arme est là. Amorce, baguette, casque, lunettes, caméra. Abonné. Hello there. Oh merde. Oh mais... Ping. Heureux jour à tous, bande de pucelles à courte manche. L'épisode sur le pistolet de cavalerie modèle 1822 Tébis ayant pas franchement fonctionné comme je le voulais, mais ayant eu des retours tout à fait excellents, je vous en remercie. Je vais encore vous saucer de détails pour un épisode ou deux, et il est temps d'attaquer la niche, dans la niche, dans la niche. Nicheception. Et dans cette niche, il y a le pistolet de gendarmerie, modèle 1836. Alors oui, je fais ça parce que la différence entre le 36 et le 42, c'est ça. Et celui-là, il est nettement plus rare. A priori, cette vidéo sortira quand même dans pas mal de temps par rapport à maintenant, le moment où je la fais, mais je pense être le seul à avoir un épisode qui lui soit consacré. Les gens sont cruels, hein. Ils s'intéressent décidément pas aux armes sexy. Et ça, c'est sexy. Pourquoi est-ce que je vous dis une niche dans une niche dans une niche ? Parce que ce pistolet fait partie d'un groupe de 3 pistolets, à l'intérieur d'un groupe de 10 armes, à l'intérieur des armes réglementaires, à l'intérieur des armes réglementaires françaises, à l'intérieur des armes anciennes tout court, à l'intérieur des armes et à l'intérieur des instruments de mort. Donc en fait, ça fait vachement plus que 3 niches, mais on va dire 3, histoire de faciliter les choses. Ces 10 armes incluent donc 3 pistolets, dont je vais pas vous parler tout de suite, pas de spoil, et 7 armes d'épaule. La carabine 37, le rempart 38, la carabine 40, le rempart 40, le rempart 40 allégé, parce que pourquoi pas, la carabine 42 et le rempart 42. Et toutes ces armes ont 2 points communs. D'un, c'est d'être rayé, et de 2, c'est d'être à chambre rétrécie. Mais alors, c'est quoi une chambre rétrécie ? Vous seriez en droit de vous demander. C'est une idée de monsieur Delvigne, qu'il ne faut pas confondre avec le Delvigne du modèle 1873. Ah non, celui-là, il était officier de la garde royale sous la Restauration. Ah si, on me souffle dans l'oreillette que j'ai pas, que c'est le même. C'est dingue, hein ? Enfin bon, faut relativiser, il avait quand même 70 balais passés quand il s'est mis sur le 1873. Il a l'idée de vouloir concurrencer les canons à balles forcées, c'est-à-dire les canons où le diamètre des rayures est plus petit que le diamètre de la balle, et où donc il faut enfoncer la balle en force, et c'est à ce moment-là qu'elle va prendre les rayures bien comme il faut. Lui, il a l'idée de faire une balle dite aplatie. Et c'est ce qu'on devrait appeler une balle à compression si nous étions des gens normaux. Si, vous excitez pas tout de suite, j'en parlerai dans un futur épisode, j'en parlerai même pas dans celui-ci, là, vraiment, mais j'ai d'excellentes et inattaquables raisons d'appeler le système que je vais vous exposer maintenant un système à balle à compression. Pas de spoil, mais surveillez quand même la playlist parce que ça arrive juste après. Ah merde, le bouchon de cul, là, j'ai oublié. Chers amis, je pète un boulon. Ça fait 2 mois que j'ai cette putain de queue de culasse sur mon bureau, je ne sais plus où elle est. Bon, je ferai une rustine. Donc, une queue de culasse, c'est ça. Donc un bouchon de culasse normal, c'est juste plat,
En fait, ça vient, en l'occurrence, sur le 36, il va de là à de là. Voilà, ça, c'est le bouchon de culasse. Ça se visse juste à l'arrière du canon. C'est pour le fermer, si vous voulez. Et sur un bouchon de culasse normal, il est du même diamètre que le tube. Donc le tube a le même diamètre tout le long. Ce qui fait que les balles qui sont légèrement surcalibrées par rapport à la lame du canon rayé, il faut les forcer tout le long. Et ça, c'est relou. Et dès qu'il y a de l'encrassement à cause de la poudre en or, je vous raconte pas l'horreur. Une chambre rétrécie, au contraire, elle est rétrécie. C'est un bouchon de culasse plus long qui rentre à l'intérieur du canon, loin, et qui est percé en son centre pour faire une chambre rétrécie. Une chambre plus fine. Bon, ok, mais du coup, ça sert à quoi? Comme j'ai dit, une balle forcée, c'est relou à charger. Au contraire, une balle aplatie, c'est facile à charger, parce que c'est une balle sous-calibrée. Cette balle sous-calibrée, elle va juste tomber au fond du canon, elle va prendre appui sur l'épaulement de cette chambre rétrécie, sur le rebord, si vous voulez, et l'utilisateur aura plus qu'affiche quelques bons gros coups de baguette dessus, histoire de l'aplatir, et donc de faire augmenter un peu son diamètre. Et grâce à ça, la balle va enfin, ça y est, surimprimer les rayures. Et ça, c'est pratique. Bon, on va tirer un petit peu avec ce machin, et puis je continue à vous en parler après, parce que c'est ça, le charme des réglementaires français. Il y a une pelletée de détails que je peux vous envoyer directement à la bouche. Il me faut une charge que j'ai préparée. Et une balle que j'ai pas non plus. Où est-ce qu'elle est? Là. Alors, théoriquement, il me faudrait un outil supplémentaire pour pouvoir charger ce bidule-là bien comme il faut. Je ne l'ai pas. Mais je vous expliquerai tout ça après. On va prier pour que ça se passe bien. Hop. Alors. Voilà. Ma balle, je la mets juste dedans et... Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais j'espère. Écoutez, on va bien voir. Alors, ensuite, l'avantage du 1836, mais je vous en reparlerai, c'est qu'il utilise des petites amorces, donc des 1075 de nos jours. Et ça, c'est extrêmement pratique, on va pas se mentir. Hop. Voilà. Hop. Allez, testons. Donc je me suis mis sur C50 cette fois-ci. Sur le 1822, j'avais galéré ma mère à trouver où j'étais censé me mettre. Et résultat, ça vous a pénalisé. Donc, on va pas refaire ça deux fois. Je vais me mettre point visé, point touché en espérant que la queue de détente soit un peu moins dure que celle du 1822 parce que je vous raconte pas. Déjà, j'ai froid et je tremble naturellement. Alors, si en plus j'ai 25 kg à passer, ça va être compliqué. Alors... Donc, j'ai flinché comme un sac. Ah non, ça va, c'est très très raisonnable. Je suis très très en haut. Mais alors vraiment super super en haut. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va recommencer. Hein. Mais attends, c'est ça que je vois? Je suis dingue ou... Ah bah non, je rêve pas. Oui, je suis très très en haut. Eh bien, recommençons. Une bouboule. Une charge de poupoudre. Je sais pas pourquoi je répète tout deux fois. On va essayer de mettre quelques un peu plus vigoureux coups de baguette, histoire de voir si ça change quelque chose. Je vous en reparlerai après, vous verrez, ça change quelque chose. Alors, recommençons, mais cette fois, on va se mettre très très en dessous, du coup. Genre de... T'as de bons 50 cm, hein. Là, je vois rien. Mais c'est quoi cette sorcellerie, là? Écoutez, je ne sais pas du tout. Non, vraiment, là, j'en ai aucune idée. Une petite bouboule. De nouveau, une amorce. Et retentons, mais cette fois à deux mains, parce que c'est peut-être... En fait, c'est peut-être pas du tout ni l'arme ni la munition, c'est peut-être... Enfin, la balle et la charge, c'est peut-être moi. On va viser point touché. On va se mettre visuel bas, plutôt. Ah, attendez. Je crois que je vois un truc. Oui. Là. Bon, d'accord, c'était peut-être moi, en vrai. Alors, elle tire un peu haut. Ça, c'est sûr, clair et certain. Elle tire un peu haut. Mais c'est peut-être moi. Alors, ceci étant, c'est très drôle.
Déjà d'une part. Non, puis c'est surtout d'abord et avant tout un privilège. Enfin, c'est ça. Hein. Ça fait très longtemps que je l'ai celui-là. Et ben oui, non, je veux vraiment jamais tirer avec. Et ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Oh. Par contre, je sens que tu vas être une chiasse à nettoyer, toi. Je sais pas pourquoi. Avec ta chambre rétrécie là, qui du coup est plus difficile à. Bon bref, écoutez, on verra bien. Mais alors du coup, cette idée, elle sort d'où? C'est juste le gonze, il s'est levé un matin, il s'est dit, tiens, je vais faire chier les manufactures d'État. Non, il y a une vraie raison. Bon, peut-être qu'il s'est quand même dit qu'il allait faire chier les manufactures d'État, mais ça, c'est son problème, voilà. La vraie raison, c'est la création des chasseurs d'Orléans, que vous connaissez peut-être sous un autre nom, les chasseurs à pied. Et les chasseurs d'Orléans, ces gars-là, c'était le premier RPIMA, le GIGN, le RAID, les commandos de marine, tout ça mêlé, mais dans des uniformes fluo. On les formait de façon très poussée au tir, ce qui en faisait en fait les tireurs d'élite de l'armée française, à une époque où on tirait encore par salve de 2 ou 3, dans l'espoir d'en toucher 2 ou 3. Et évidemment, ce corps nouveau là, qui tire merveilleusement bien, il a besoin d'une nouvelle arme. Il leur faut quelque chose de neuf à ces perroquets de l'extrême. Un peu plus tard, une idée de monsieur Ponchara, dont on va reparler, c'est un très grand monsieur, c'est d'intercaler dans ce système-là, entre la balle et la poudre, une cale en bois, qui permet d'éviter à cette fameuse balle, quand on lui tape dessus, elle augmente de volume, machin, mais elle s'enfonce aussi un peu dans cette chambre rétrécie, et ça lui évite donc d'écraser la poudre. Ce qui, du coup, améliorerait fatalement la justesse du tir. Alors, c'est une super idée en théorie. Parce qu'en pratique, malheureusement, cette cale en bois est soumise exactement aux mêmes contraintes que la balle de plomb. Quand on tape là, sur cette balle en plomb comme un bœuf, dans l'espoir de l'écraser, donc de lui faire prendre du diamètre, on écrase la cale en dessous. Et le problème de la cale, c'est qu'elle est soutenue par l'épaulement de la chambre rétrécie, mais pas au milieu. Et malheureusement, elle va fendre au milieu, justement, et écraser la poudre. Et c'est donc là que je peux vous dire que le système à chambre rétrécie aura une durée de vie très courte. Mais avant cela, nous allons aérer un petit peu, sinon je vais crever. Ah, ça va mieux. Pour les armes d'épaule, le système à chambre rétrécie sera abandonné dès l'apparition des armes à tige aux alentours de 1846. Les armes de poing resteront en service un petit peu plus longtemps, beaucoup plus longtemps en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, elles n'ont adopté ce système de chambre rétrécie là que par mode. Ça fait plus technologique, vous voyez. Et comme en plus, ce sont des armes d'officiers, car oui, je l'ai pas dit, mais ça, c'est un pistolet d'officier de gendarmerie. Et les deux autres pistolets sont également des pistolets d'officiers. Le 1833 et le 1855, pour pas les nommer. Pas de spoil. Et comme ce sont des armes d'officiers, faut que ça en jette, tu vois. C'est comme les montres connectées. Ça donne toujours l'heure, mais en plus, ça tombe en panne. Faut aussi dire que les armes de poing sont un peu moins sensibles aux défauts majeurs du système. Et ces défauts, il y en a 3. Le premier, c'est le coup de la balle ou de la cale en bois qui tasse jusqu'à écraser la poudre. Ça, j'en ai déjà parlé. Le second, je pense que vous l'avez vu, et je ne m'attendais pas vraiment à faire un très bon carton, c'est pour ça que j'ai sorti une C50, c'est qu'en forçant la balle à la main, donc théoriquement, on est censé prendre la baguette, mettre la poudre, mettre la balle, pom, pom, pom. Ce forçage manuel, c'est pas tout à fait le même résultat selon que ton hobby c'est de cueillir des petites marguerites dans les champs ou d'écraser le crâne de tes ennemis à main nue. Ça change aussi un petit peu selon que ton contexte général c'est un stand à la coolos avec une bière fraîche à la sortie ou un gros champ de bataille avec une pile de macabées comme oreiller. Selon la force de l'utilisateur et le côté empressé ou pas, s'il y a un danger en face, voilà quoi. Alors que s'il est chez lui tranquillement à préparer la première charge, il a plus de temps pour le faire. Et donc il peut y mettre un petit peu plus d'application. Mais ce qui est sûr, c'est que la compression manuelle de la balle, ça peut pas être constant. Le troisième défaut est un petit peu plus technique et ne concerne que les armes d'épaule. Le pas de rayure est trop lent. Alors, accrochez-vous bien, ceux qui ont l'habitude des AR-15 et des carabines de compétition en 22, vous allez probablement devoir vous asseoir. C'est bon, c'est fait? Sur les armes d'épaule à chambre rétrécie, le pas est d'un tour pour 6 mètres et demi. Non, si, vraiment. 6 mètres et demi. Or, avec la charge réglementaire des fusils et carabines,
il faudrait que le pas fasse 6 mètres au grand maximum. Sinon, la balle risque de sauter les rayures et de juste aller tout droit sans tourner. C'est ce défaut-là en particulier que les armes de poing corrigent. Ou plutôt, auxquelles elles ne sont pas sensibles. Déjà parce que leur mode de rayure. Je ne sais pas si vous le voyez, mais photo, elles ont toutes des rayures cheveux. Ces 3 pistolets du système à chambre rétrécie ont toutes des rayures cheveux, c'est-à-dire des rayures profondes et très nombreuses. Et ensuite, parce que elles ont un pas de rayure super rapide, d'un demi-mètre. Alors vous allez me dire, oui, super rapide, c'est comme super lent, ça risque de faire sauter les rayures à la balle. Oui, mais déjà pas quand on a des rayures comme ça, parce que là, c'est quand même méchamment profond. Et ensuite, avec ces charges-là qui sont quand même très légères, là il y a 0,9 de PNF2 là-dedans. Dans celui-là, je précise, je rappelle que vous ne devez pas tirer avec une arme sans qu'elle ait été vue par un professionnel. Je ne suis pas responsable des connos qui vont se faire exploser la gueule avec 0,9 dans leur truc. Le mien, il prend 0,9. C'est tout. C'est tout. Ne commencez pas. C'est donc pour ça que le système à chambre rétrécie va se retrouver très très tardivement. C'est déjà parce que sur les pistolets, comme je viens de le dire, c'est moins grave. Si c'est pas grave du tout d'ailleurs. Et ensuite, ça fait luxe. Vous voyez, ça fait luxe. Parce que c'est un petit peu plus compliqué à faire, qui plus est. Et c'est aussi à cause de cette histoire de pas de rayures colossales, là, sur les fusils et carabines, que ces derniers ne seront jamais transformés. Et notamment en tabatière. Et c'est tout simplement parce que leur pas de rayures gigantesque, là, ça s'adaptait à rien d'autre. Mais alors à rien que chi. Bon, allez, on va tirer un petit peu. Maintenant que j'ai à peu près trouvé, sans doute, la façon correcte de tirer, alors sachant que... moi, je ne tasse pas très très fort cette balle plomb ronde. Et qui plus est, moi, je la tasse pas avec cette baguette pour 2 raisons. Je vous expliquerai après, mais il y en a au moins une, c'est que j'ai pas envie de l'esquinter. C'est tout con. Tagada. Donc, balle ronde. Alors, il y a quand même un truc de chiant, je remarque. C'est que sur tous les réglementaires, enfin, tous ceux que je connais, en tout cas à percussion, vous voyez, ça c'est le cran de sûreté, si vous voulez. C'est le cran de même pas de demi-armée, de rien du tout, en fait. Le problème, c'est qu'il ne vous permet pas de mettre l'amorce. Mes doigts, ils passent pas. Donc, je suis obligé de me mettre au cran d'armée. Et donc, d'être prudent quant à ma façon de viser. Alors, tagada. Je vais essayer de me mettre encore un peu plus bas. Sans flincher, ce serait un bon début. Ne fumez pas, c'est mal. J'ai l'impression que ça va un peu mieux, non? Un petit peu haut. Bon. C'est assez agréable à tirer. La queue de détente, alors, je ne sais pas encore une fois si c'est une caractéristique qu'ils se partagent tous ou si c'est juste mon exemplaire, mais en l'occurrence, ma queue de détente est pas mal du tout. Pas mal du tout pour un réglementaire à percussion, Mais on va dire que par rapport au 1822 qui avait une queue de détente de mammouth, celui-là, il va un peu mieux. C'est-à-dire, je réessayerais bien à une main, mais j'ai... Enfin bon, allez, réessayons à une main. Puisque c'est sa façon naturelle de tirer, mais j'ai pas d'excellents résultats à une main. Ouh. Ah, celui-là, il a un petit peu plus... flatulé. Il a un petit peu plus pété. Je pense que c'est tout simplement parce que j'avais bourré ma balle un petit peu plus, Pas mal. On va dire que ce coup-là, c'était probablement celui qui se rapprochait le plus pour l'instant d'un coup normal comme à l'époque. Bon, maintenant, on va peut-être pouvoir s'occuper du 1836 en lui-même. C'est bien, ça doit déjà faire 2 heures que je parle et on n'en a pas encore abordé la moitié, tu vois. Le 1836 fait partie des 3 pistolets d'officier du système chambre rétrécie, avec le rarissime 1855 superposé et le magnifique 1833 d'officier.
Lui, c'est un pistolet d'officier de gendarmerie, ce qui explique ses dimensions plutôt réduites. 25 cm de total, 11 cm de canon en calibre 15,2 mm. Ce canon qui va en s'amincissant vers la bouche, qui est à 5 pans au début puis rond, est rayé de 36 rayures cheveux qui tournent à droite. Sa monture en noyer qui est lisse, même si on verra, bon, il y a eu des exceptions, c'est pas toujours le cas, qui est bien dodue et qui est pentée un petit peu plus qu'à angle droit, elle revient un petit peu, ben, elle lui donne à la fois une allure relativement sobre et surtout l'allure la plus proche des pistolets de troupe. Des 3 pistolets d'officier à chambre rétrécie, c'est le seul qui ressemble vraiment à l'armement de troupe. Et juste comme ça, ça lui donne une très très bonne prise en main. Moi franchement, je suis assez bien dessus, ça rentre bien dans la main, il n'y a aucun trou. Il n'y a aucun trou dans ma prise en main. Ni là, ni là. Ce qui en fait une meilleure poignée qu'un Glock. Oui, ça a une meilleure prise en main qu'un Glock. Sa platine est une platine arrière, donc le ressort est à l'arrière du chien. Vous voyez, ça là, cette petite pine là, c'est l'arrière du chien. Il est là, il finit ici, il vient prendre appui quelque part par là, et là-haut là, il vient accrocher la noix avec un crochet justement. Je vous avais expliqué dans l'épisode consacré au 1822 Tébis que la platine arrière, c'était l'évolution ultérieure de la platine avant. Cependant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les platines arrière que je vous avais montrées étaient beaucoup plus fines. Celle-là, elle est beaucoup plus dodue. Et cette forme-là, c'est la forme à la Ponchara. Le même que celui de la cale en bois. De façon générale, les Poncharas sont antérieures aux platines arrière qui sont plus fines. Il a une baguette en gros clou. Voilà, une grosse tête de clou, parfois percée, mais c'est pas systématique. Je vous expliquerai après pourquoi. Et de l'autre côté de cette baguette, il y a un filetage. Ce filetage ne sert absolument pas à le maintenir dans l'arme, il sert à adapter la dosette amovible, qui est une dosette donc de poudre, qui est contenue dans ce qui rend le 36 si reconnaissable, sa calotte amovible. Alors, à noter que la dosette servait donc de dosette, voilà, pratique. Une fois montée sur la baguette, on remplissait la dosette de poudre, et le chargement se faisait en fait comme ça. On allait jusqu'à l'épaulement, on renversait l'arme, et ensuite on retirait le tout. Ce qui fait que la poudre était bien déversée dans la chambre rétrécie, et pas comme moi je fais à la zob un peu partout. Cette dosette servait donc de dosette, mais aussi d'appui pour la main. Parce que là, tout de suite, c'est la deuxième raison qui fait que je ne tasse pas mes balles avec la baguette, c'est que je vais m'exploser la main. En plus de la dosette, dans la calotte, que je vais vous ouvrir, se trouvait, voilà, tombe, je t'en prie, des cheminées de rechange. Pourquoi des cheminées de rechange? C'est un des seuls réglementaires qu'à ça. Parce que, je suppose que vous le voyez, le 36 a une cheminée dite du commerce, une cheminée fine. Ça n'est pas une cheminée de guerre, les très grosses cheminées à percussion qu'on trouve sur tous les autres réglementaires, notamment le 1822 Tébis. Si vous voulez en voir une, allez voir les macros que j'avais fait à ce moment-là. Non, le 36, lui, il a une petite cheminée. Ce qui fait que l'amorce étant plus petite et plus fine, elle fait moins tampon entre le chien et la cheminée. Et donc, une des faiblesses congénitales du modèle, c'est l'écrasement de la cheminée à force de coups. Ce qui fait que je suis extrêmement content, pour ma part, d'en avoir 2. Et j'en en ai que 2, c'est même pas la peine d'essayer de me demander si j'en ai à vendre. C'est pas le cas.
Un truc commun aux 3 pistolets d'officier qui nous intéressent, et donc vous ne serez pas étonnés si je réutilise cet extrait plus tard, c'est que même si leur dimension et leur calibre et leur mode de fabrication général étaient réglementaires et donc réglementés, eh ben leur fabrication était libre. Et ça veut donc dire qu'on a pu assister à des variantes de finition, de décoration, si c'est pas carrément de fabrication. En témoignent des exemplaires de 1836, mais des 2 autres également, qui sont rayés à l'ancienne mode avec des rayures plates. Comme ils étaient dotés par paire, on a trouvé évidemment des versions de luxe dans des coffrets non moins luxueux, mais ça, on en a déjà amplement parlé dans les trésors de Pépé. Bon, pour finir, parlons un petit peu de cet exemplaire-là, vite fait. Et avant de vous parler des marquages, faut quand même que je vous montre un truc trop marrant. Sous la calotte, il y a 3 vis qui maintiennent cette dite calotte. Et les vis sont numérotées. 2 points, 1 point, pas de point. Bien entendu, ces points-là, on les retrouve juste à côté des emplacements des vis, sur le corps de la calotte. Pendant que la moitié de l'Europe était en train de bouffer ses crottes de nez, nous on était occupés à numéroter les vis, parce que la perfection, c'est mieux que l'imperfection, vous voyez ? À ma connaissance, mais je me gourre peut-être, hein, c'est la seule arme réglementaire qui a ça. En tout cas, c'est la première fois que j'y fais attention. Concernant les marquages, vous savez que j'adore les marquages. Celui-ci est signé de la manufacture impériale de Châtellerault en 1856. Il est daté de 1856, soit 10 ans après l'abandon du système. Vous voyez quand je vous dis que ça avait perduré longtemps. On retrouve juste à l'avant le MI de manufacture impériale. Celui-ci n'a pas de millésime au canon, mais pour le reste des poinçons, comme d'habitude, c'est la fiesta. Alors, au canon, on a le B cerclé de François-Antoine Biche, ou de François Brenier. Ils sont tous les 2 réviseurs à Châtellerault, mais là, en l'occurrence, je sais pas lequel des 2. On a aussi le D couronné et cerclé de Jean-Baptiste Dombray, qui était contrôleur, le L de François Lelon, qui était contrôleur également, et le M de Jean de Mécanem. De façon évidente, c'est un Toulousain, lui aussi contrôleur. À la platine, juste là devant le manufacture impériale, on a le P de César Perrichon, qui était contrôleur, et on retrouve exactement le même sur la bride. Voilà, là, photo. Ah. Le G cerclé de la baguette, celui-là, je sais pas, j'en ai aucune idée, je le connais pas. Et le S de l'embouchoir, c'est Superman. Non, c'est Schutz, réviseur. Vous remarquez ici à l'avant une toute petite encoche, et bien c'est exactement comme sur le 1822 T-bis. Lors du démontage, ça permet de faire passer le guidon. Donc voilà ce qu'était le pistolet d'officier de gendarmerie, modèle 1836. J'ai conscience que l'épisode risque d'être un poil long, j'espère que vous avez pu suivre et que je ne viens pas d'établir un nouveau record de longueur. Je ne pense pas. Fais voir combien j'ai de rush, juste pour rire. Ah sa mère, ça fait 3h22 que je suis là quand même, hein. Bref, j'ai été honoré vraiment de pouvoir tirer avec cet exemplaire qui est loin d'être le plus beau que je possède, c'est sûr, mais ça reste un 1836. Ça commence à valoir, ça. Vous savez, celui-ci, au tout début, vraiment, quand j'apprenais, je l'appelais le modèle 1842 de gendarmerie, parce que j'avais pas vu qu'il y avait une différence de calotte, et je savais même pas d'ailleurs qu'il y avait 2 calottes différentes. Je pensais que c'était peut-être, je sais pas, une fantaisie de fabrication, qui sait. Sauf que non, réglementaire, encore une fois. Hein. Et on m'a dit, à ce moment-là, « Ah non, tu déconnes pas, il y a 1000 € de différence !» Il y a plus de 1000 € de différence. Pour une raison qui m'échappe, les 1842, donc celui qui le remplacera, sont pas des armes si chères que ça. Alors que celui-là, non de Dieu, ça commence à chiffrer. Hein. Mais ça reste un grand plaisir de pouvoir, ne serait-ce qu'imaginer l'effet que ça pouvait avoir, de tirer avec ces choses-là. Et en l'occurrence, celui-ci, mais je l'aime encore plus. Déjà, je l'aime encore plus parce que je sais ce que c'est, je sais quelle histoire il a eu, je sais que c'est un système très particulier, dont on ne se rend pas forcément compte si on ne met pas juste une lampe dans le canon. Mais en plus, je l'aime parce que j'ai tiré avec et que du coup, je sais que cette crosse lisse comme une peau de bébé est agréable en plus. À la prise en main, elle est agréable. Et ça, c'est bonheur, ça, c'est bonheur. C'est ça qui me fait adorer des armes. La passion me fait les aimer. Mais la connaissance me fait les adorer. Bref, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère qu'un foie gras de bonne aloi vous attendra ce soir sur la table. Mangez des légumes, buvez de l'eau. À plus. Oula 360 noscopes. C'est une
Qu'est-ce que j'ai foutu de ce putain de bouchon de culasse? C'est pas vrai, ça? Enfin, un bouchon de culasse, ça se perd pas comme ça, merde. C'est quand même gros. One eternity later. Mais je rêve, j'hallucine, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai foutu de cette merde? Oh putain, mais c'est pas vrai. 25 cm au total, 11 kilos. 11 kilos 11 kilos de canon, putain. Non, ça s'appelle un 1831 de rempart, ça. Des 3 pistolets d'officier. D'officier? Ils m'ont fichier. D'officier de gendarmerie, modèle 1836. Même l'amour, c'est curieux, car aux empires du milieu, je suis comme une petite, c'est une nana, une nanamite, et la vie.